Ce podcast est présenté par Time to Fix, compagnie située à Laval, qui couvre toute la grande région de Montréal et la ville de Québec. Time to Fix, c'est quoi? C'est une entreprise bien de chez nous qui répare les cellulaires et les tablettes, en plus de racheter vos cellulaires et vos tablettes, et aussi vend des cellulaires ou des tablettes. Et pour les cellulaires, ce sont des cellulaires neufs ou usagés. Donc, c'est ça. Vous avez un souci? Time to fix. Donc, il y a une promotion aussi pour tous mes abonnés. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Tous ceux qui me suivent sur peu importe la plateforme de streaming. Puis que dans le fond, vous me suivez. Pour me suivre, il faut que vous appuyez sur le bouton suivre. Donc, si vous me suivez sur Spotify, sur Google Podcast ou Google Balado, sur Apple Podcast ou sur iTunes, sur PodCloud ou sur Balado Québec, vous avez droit à 15% de rabais à l'achat ou à la réparation de votre cellulaire. Donc, 15% de rabais. Vous n'avez qu'à montrer la preuve que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous me suivez sur une plateforme de streaming. Et aussi, de mentionner le code promo time to click. Donc, nous allons commencer. Bienvenue à 2 mois à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Et bonjour la famille, comment ça va? J'espère que tout se passe bien. Moi, je viens de recommencer l'école aujourd'hui. Et pas facile, pas facile, pas facile. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut, hein. Pour certains, les études, c'est important. Pour d'autres, ça dépend. Puis on a tous notre parcours. Certains ont leur secondaire 5, d'autres puis certains sont allés au cégep, d'autres sont allés à l'université, d'autres ne sont ni allés au cégep, sont pas allés au cégep, mais sont allés à l'université directement. D'autres ne sont ni allés au cégep ni à l'université. Certains n'ont pas complété leur secondaire, d'autres ont complété leur secondaire, ils sont allés faire un DEP. Donc on a tous un parcours de vie différent. Puis c'est ce qui fait la beauté de la société, la différence. Puis que oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent parce qu'on reste des êtres humains. Peu importe la couleur de notre peau, la langue qu'on parle, ou que vous êtes religieux ou non religieux, que vous êtes un homme ou une femme, que vous êtes hétéro, homosexuel, ou peu importe, que vous êtes un transgenre ou non. Il y a plein de choses qui nous différencient, mais au final, on est tous ensemble, puis on se réunit assez rapidement. On est capable de se réunir malgré nos différences. Donc c'est ça, fait que moi j'ai recommencé l'école en soins infirmiers. Et oui, je suis un futur infirmier. Enfin, je l'espère. Mon parcours a été un peu laborieux depuis que j'ai commencé les soins infirmiers. Il s'est passé plusieurs événements au cours de mon parcours, donc je suis en retard. D'ailleurs, c'est drôle à dire, mais la cohorte avec qui j'ai commencé ont été diplômés en session d'hiver dernier. Donc, ils ont tous eu leur DEC en soins infirmiers. Puis certains travaillent présentement comme infirmiers et infirmières dans des centres hospitaliers. Ou d'autres sont à temps partiel, puis sont en train de compléter leur bac qui viennent de commencer. Donc, comment dire, chacun son parcours, chacun son rythme. C'est sûr qu'il ne faut pas niaiser trop longtemps, qu'il ne faut pas trop perdre de temps, mais on est tous, comment dire, on a tous nos forces et nos faiblesses, puis on va tous finir, on va tous finir. Il faut juste, comment dire, trouver la recette qui fonctionne avec nous. Donc c'est ça. Mais ça va pas m'empêcher d'être là avec vous, de continuer à vous livrer du bon contenu, de continuer à ouvrir les discussions,
de continuer à vous faire réfléchir, puis à me faire réfléchir moi aussi. Donc, ça fait 1 mois que le podcast a débuté. Et écoutez, la réponse que j'ai jusqu'à maintenant, j'adore la réponse que j'ai jusqu'à maintenant. Puis, je suis vraiment content de vos réactions. Je suis content de comment vous participez. C'est sûr, j'aimerais ça avoir un peu plus de, comment dire, d'interaction. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il y a pas beaucoup d'entre vous qui venaient mettre des commentaires. Donc, j'aimerais beaucoup ça que vous viendrez mettre, que vous venez mettre des commentaires. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo quand vous venez regarder une vidéo. Puis si vous ne likez pas les vidéos parce que, exemple, vous n'avez pas de compte YouTube, mais ça prend même pas 5 minutes. Vous ouvrez un compte Google, puis vous vous abonnez à YouTube. C'est aussi simple que ça. Puis avoir un compte Google, c'est gratuit. C'est gratuit avoir un compte Google. Ça ne coûte rien. Donc, vous ouvrez un compte Google, puis vous vous abonnez à YouTube. Puis vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne. Et vous allez pouvoir liker des vidéos. Vous allez pouvoir faire des commentaires. Vous allez pouvoir faire partie de la communauté de moi à vous. C'est pas merveilleux, ça, un peu? Donc, c'est ça. Puis pourquoi je demande toujours de, comment dire, à chaque fin de podcast, à chaque fin d'épisode ou au début ou à la fin, ben c'est juste parce que dans le fond, le podcast, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour vous aussi. Puis comment dire, si on veut, si on veut que les podcasts grossissent, puis qu'ils deviennent de plus en plus étendus, puis qu'ils touchent de plus en plus de gens, mais il faut qu'ils soient visibles. Parce que s'il n'est pas visible, les gens vont pas le voir. Mais déjà, il y a quelque chose de vraiment bien qui est déjà là. Dès qu'on commence à écrire le nom de mon podcast, j'apparais en premier dans les recherches. Parce que je suis le seul présentement qui a un podcast qui s'appelle comme ça. Donc, dès que vous écrivez de moi à vous, ben, vous tombez tout de suite sur moi. Donc quelqu'un écrit de moi à vous avec Sonny Loubaki, puis il fait une faute dans mon prénom et mon nom de famille, mais juste en écrivant de moi à vous, j'apparais tout de suite en premier. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de bien. Puis, en vous abonnant à la chaîne, puis en likant, puis en mettant des commentaires, ça crée d'interaction. Puis, dans l'algorithme de YouTube et des plateformes de streaming, quand ils voient qu'il y a un podcast sur YouTube, qu'il est liké, qu'il y a des commentaires, puis il y a beaucoup de visionnements, ça monte dans l'algorithme, puis l'algorithme de YouTube va me proposer comme choix. Quand il y a des gens qui vont écrire, par exemple, un podcast, blablabla. Même chose sur les plateformes de streaming. Si vous suivez vous vous abonnez à mon podcast sur plateforme de streaming, puis si vous donnez une note, parce qu'il y a une note, ça va jusqu'à 5 étoiles, si vous donnez une note, en plus de vous abonner à mon podcast, ça va faire grossir mon podcast, ça va l'emmener dans les moteurs de recherche, puis il va être plus visible. Donc, c'est totalement gratuit faire ça. Likez, vous abonnez, mettez un commentaire, puis vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Puis sur les plateformes de streaming, ça c'est pour ma chaîne. Puis sur les plateformes de streaming, vous suivez, puis vous donnez une note. Donc, c'est gratuit. Tout ce que ça vous prend, c'est de l'huile de bras, ou un coup de doigt pour mes francophones hors Québec, qui auraient peut-être un peu de difficulté avec l'accent du Québec. Donc, c'est ça. Quel va être le sujet aujourd'hui? Pour ceux qui m'écouteraient aujourd'hui, le podcast en ce moment, on est le 24 août. Pour ceux qui vont l'écouter ou le voir en retard, en passant, bonjour à mes abonnés. Ceux qui me suivent sur YouTube ou ceux qui m'écoutent sur les plateformes de streaming, bonjour à vous. Donc, c'est ça. Si vous la journée où vous allez tune mon épisode, mais moi, je l'ai enregistré le 24 août. C'est ça. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de un sujet très simple, mais ô combien difficile à aborder, puis ô combien compliqué. C'est
comment l'Internet et les réseaux sociaux ont modifié, comment dire, notre approche par rapport à l'autre, que ce soit côté amical ou côté sentimental. Parce que l'Internet fait partie de nos vies. Puis même si on voudrait ne pas l'utiliser, puis ne pas, comment dire, s'en servir, mais on n'a pas le choix, ça fait partie de nos vies. Puis l'Internet est rendu partout maintenant. Tu as du Wi-Fi partout. Que tu vas, il y en a sur le travail, il y en a dans les commerces, il y en a dans les gyms, il y en a dans même des immeubles que quand tu deviens locataire dans un immeuble, l'Internet est fourni dans le prix du loyer. Il y en a dans des parcs, dans des patros de l'Internet. Le patro, pour ceux qui m'écoutent hors Québec, qui ne savent pas c'est quoi, un patro, c'est un centre d'activité pour les jeunes, primaires et secondaires. Puis, t'as des activités sportives. Puis, le patro, ça fonctionne souvent l'été. Et je crois que ça fonctionne aussi pendant l'année scolaire, les fins de semaine. Puis, ça permet aux jeunes de se retrouver pour faire des activités culturelles, des activités sportives. Puis, développer leur côté social et leur esprit d'équipe et leur esprit de compétitivité. Donc c'est ça, l'Internet est partout. Il est partout, puis ça puis l'Internet c'est quoi? C'est une technologie. Puis avec la technologie, qu'est-ce que ça a emmené? Mais ça nous a emmené une manière différente d'interagir les uns avec les autres. Puis à partir de là, j'ai remarqué quelques points que j'aimerais parler. Donc, je vais vous donner quelques dates importantes à propos d'Internet. Puis après, je vais pouvoir vous dire un peu qu'est-ce que je pense de comment que les relations humaines sont en ce moment. Mais Internet, à la base, l'idée d'Internet s'est arrivée en 1969. Ça a commencé à l'UCLA. C'est l'université du campus Los Angeles. Puis c'est le professeur Lynn Clenrock qui a développé cette idée-là avec deux de ses étudiants, Stephen Crocker et Vinton Cerf. C'était quoi juste l'idée derrière Internet? Dans le fond, c'était le ministère de la Défense américaine, les États-Unis dans les années 60, étaient en pleine guerre froide avec l'URSS. La guerre froide, c'était quoi ça? C'était une guerre idéologique. Après la Deuxième Guerre mondiale, de l'Allemagne, qui était responsable du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, a été séparée en deux. De l'Europe de l'Ouest, c'est l'URSS, c'est-à-dire l'Union des républiques soviétiques, dirigée par la Russie, qui ont pris l'Ouest de l'Allemagne, parce que l'Ouest de l'Allemagne, ça penchait du côté de l'Europe de l'Ouest, qui regroupe pas mal tous les pays des Balkans, c'est-à-dire des pays comme la Russie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Bosnie, le Kosovo, l'Albanie, la Géorgie, et tous ces pays-là, même la Turquie, c'est ça. Fait que tous ces pays-là, ça fait partie de l'Europe de l'Ouest. Puis l'Europe de l'Est, c'est plus l'Europe occidentale, qu'on pourrait dire. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Irlande. Donc c'est ça. Fait que l'URSS ont pris l'Europe de l'Ouest et les États-Unis et les alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, eux ont pris l'Est de l'Allemagne. Donc, puis la guerre froide, c'était une guerre idéologique.
les deux plus grosses puissances de la planète, c'était l'URSS et les États-Unis. Et les deux voulaient avoir le contrôle sur la planète. Puis il y avait une idée de comment la planète devait être contrôlée. Selon les Américains, ça doit être selon la démocratie à l'américaine, bien sûr. Et le capitalisme, selon l'URSS, ça devait être selon le communisme. Et le socialisme. Donc, c'est ça. Puis, suite à ça, le ministère de la Défense américaine avait besoin d'un réseau d'informations décentralisé, parce qu'à cette époque-là, toutes les informations venaient d'un seul serveur qui distribuait à tous les ministères aux États-Unis, puis à tous leurs alliés. Puis c'était facile, c'était très à risque de se faire pirater. Puis donc, les États-Unis, les ministères de la Défense ont travaillé avec plusieurs universités pour pouvoir développer un système non centralisé. Donc, les premiers à avoir trouvé la manière de faire ça, c'est le professeur Lenny Kleinrock. Puis ça s'appelait l'ARPANET à cette époque-là, Advanced Research Project Agency Network. Puis juste pour dire à quoi ça ressemblait à cette époque-là, c'était deux gros ordinateurs. Puis les ordinateurs à cette époque-là, c'était de la grosseur d'un terrain de football. Donc c'était deux gros ordinateurs. C'était deux gros ordinateurs reliés par un ordinateur, par un fil de 4,5 mètres. Donc ça vous indique un peu à quoi ça peut ressembler. Puis, je veux dire donc, ils pouvaient s'échanger quelques données, mais c'était très, les deux ordinateurs pouvaient s'échanger quelques données, puis c'était très lent. Puis en 73, le mot Internet est apparu. Et en 1983, l'Internet comme on le connaît aujourd'hui a été créé, en fond. Donc à partir de là, tu pouvais envoyer des informations un peu partout sur la planète. C'était vraiment une avancée, c'était de la science-fiction à cette époque-là. C'était de la science-fiction. Personne ne croyait qu'on pouvait arriver à ça, mais c'est ça. Puis à partir de là, ça a un peu influencé la vie des gens. Mais étant donné qu'à cette époque-là, c'était un luxe avoir Internet, c'était un luxe avoir un ordinateur. Mais c'est pas tout le monde qui pouvait, y avoir accès. Donc ça n'a pas trop influencé la population en général. Mais à partir des années 90 et des années 2000, les ordinateurs, c'est devenu de moins en moins un luxe, c'est devenu de plus en plus une nécessité. Donc les gens ont commencé à avoir accès de plus en plus à un ordinateur, premièrement. Puis ensuite, Internet pour ceux qui avaient les moyens. Puis une chose qui a été inventée, moi, qui a changé ma vie par rapport à Internet, c'est MSN. C'était inventé en 1995, mais moi, j'ai commencé à utiliser MSN, qui aujourd'hui s'appelle Outlook. MSN, ça existe encore, mais c'est rendu juste un site de nouvelles. Ça appartient à Microsoft. Sauf que la boîte de courrier électronique, c'est plus MSN, c'est rendu Outlook, mais c'est encore la même compagnie. Sauf qu'il y avait MSN Chat quand j'étais jeune. Puis c'est, selon moi, en tout cas, à ma connaissance à moi, le premier site de réseau de rencontres qui te permettait de te faire des amis et de faire des conquêtes. Puis à cette époque-là, tu pouvais envoyer une demande à n'importe qui ou tu rencontrais quelqu'un dans la rue, tu lui demanderais son MSN, puis après il te le donnait, puis c'était comme donner son numéro de téléphone. T'sais. Comme aujourd'hui, comme les gens aujourd'hui qui donnent leur Facebook ou te donner leur numéro de téléphone. Mais c'est ça. MSN, j'ai rencontré quelques femmes grâce à MSN quand j'étais adolescent. Avant d'être en couple avec la fille avec qui j'étais à cette époque-là. Puis j'ai fait des rencontres. Puis c'était un lieu d'échange, puis de chattage. On perdait beaucoup de temps sur ça, mais c'était. Les gars, on allait sur ça pour chasser les filles, puis les filles allaient sur ça pour checker s'il n'y avait pas des gars de leur goût qui étaient là. Puis des fois,
on marquait des buts, des fois on n'en marquait pas. Mais encore là, quand MSN est apparu, euh, comment dire, comment je peux dire ça? Ouais, c'est ça, mais MSN, c'était. Ça n'avait pas encore influencé vraiment ma vie au point que ça l'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Puis c'est de rencontre que ça le fait présentement. Puis les gens aussi, je crois aussi. Mais il est arrivé une autre invention que ça a complètement changé la vie des gens. MSN, en passant, c'était inventé en 95, si je ne l'ai pas déjà mentionné, mais je pense que oui. Excusez-moi, je me répète. Donc c'est ça. En 2004, il y a quelque chose qui a été inventé, qui a complètement changé la donne au niveau de l'interaction entre les gens et des relations entre les gens. C'est quoi? Facebook. Et oui, Facebook. Puis il y a une autre chose aussi, qui n'a pas été inventée aussi dans ces années-là, qui est un concept qui existait déjà, mais qui a été vraiment, comment dire, qui, était, qui existait déjà, mais qui a été amélioré. Ouais, c'est ça, fait que le, con, le concept qui a été amélioré, mais qui existait déjà, c'est évidemment, vous l'aurez deviné, la télé-réalité. Moi, j'appelle plus ça la télé stagée. Parce que la télé-réalité, c'est comme la lutte un peu. Parce que moi, je suis un fan de lutte professionnelle. La WWE, la AEW, la ROH, la NJPW, Impact Wrestling. Comment dire, il y a de la vraie action qui se passe sur le ring. Les lutteurs, comment dire, font des pirouettes, font des prises. Les prises sont contrôlées pour pas qu'ils se fassent plus mal que la prise fait déjà mal. Mais il y a de la vraie action pareille. La seule chose qui se passe, c'est que c'est une chorégraphie, c'est-à-dire les deux lutteurs ou lutteuses se sont pratiqués avant, ou si même s'ils n'ont pas pratiqué le match nécessairement, mais ils se connaissent, ils savent ce qu'ils vont faire, puis ils se le disent avant le match, puis sinon, ils vont se le dire pendant le match, puis t'as l'arbitre aussi qui est là des fois pour leur rappeler des fois quoi faire, puis la fin est déjà connue d'avance. Donc, quand ils embarquent sur le ring, ils savent qui va gagner. Donc, mais la télé-réalité, comme on l'appelle, les producteurs ne disent pas nécessairement aux protagonistes qui d'entre eux vont gagner, mais déjà, lors des auditions, ils ont leur idée sur qui, selon eux, pourrait aller jusqu'à la fin. Puis quand les premiers épisodes commencent, ils voient avec le public tout ça, puis ils connaissent leur public, puis ils savent qui pousser en avant pour augmenter les codes d'écoute et pour permettre aux gens, et pour s'assurer que les gens restent en haleine, puis ils restent là. Donc, c'est ça. Fait que, comment je pourrais dire ça? La télé-réalité, on appelle ça la télé-réalité. Mais il y a des choses qui se passent là-dedans que c'est, comment dire, c'est pas nécessairement tout le temps la réalité. Puis, comment je pourrais dire, des fois, il y a des choses qui sont provoquées pour que telle situation que le public voudrait qu'il arrive, arrive, puis pour permettre de, comment dire, donner une image des protagonistes que les producteurs veulent donner. Puis la télé-réalité, qu'est-ce que ça a fait, la télé-réalité? Principalement, oui, ça a fait rêver les gens, parce que souvent les gens, dans la télé-réalité, habitent dans des maisons ou des condos vraiment magnifiques, vivent une vie de rêve, tout ça. Mais la plus grosse réussite de la télé-réalité, c'est d'avoir fait croire
aux gens que maintenant, n'importe qui peut devenir une vedette. Que tu sois monsieur, madame, tout le monde, que tu sois un nobody, ou personne, ou quelqu'un de pas connu, que peu importe tu es qui, si tu veux, tu peux devenir une vedette. Puis ça, c'est ce que la télé-réalité a mis dans la tête des gens. D'ailleurs, la télé-réalité a créé beaucoup de vedettes. Certaines, c'est vrai, c'est des personnes qui venaient de nulle part et qui n'étaient pas connues. Mais il y en a d'autres que c'était des gens qui venaient de grosses familles, comme les Kardashian. Kim Kardashian est devenue célèbre à cause de la vidéo qu'elle a enregistrée avec son copain de l'époque, le chanteur R&B Ray J, qui est aussi le frère de la chanteuse Brandy, et qui sont les cousins du rappeur Snoop Dogg. C'est ça. Kim Kardashian fréquentait Ray J. Ils ont enregistré une vidéo et ils l'ont donné à un site pornographique. Ce site pornographique-là a fait croire que c'était une vidéo qui avait été volée et qui aurait été vendue. Ils ont mis ça sur leur site, puis c'est en écoute gratuite. Puis Kim Kardashian est devenue une superstar grâce à ça. Mais c'était pas eux qui ont inventé le concept, parce qu'avant eux, c'était Pamela Anderson, quand j'étais adolescent, qui avait fait ça, avec son ex-mari, Tommy Lee, batteur du groupe Motley Crue, un groupe de rock des années 80. Elle l'a fait avec une autre personne, avec Brett McMichael. Je me trompe pas, c'est un acteur porno ou un rocker lui aussi. Puis t'as Britney Spears qui l'avait fait aussi, avec son conjoint. T'as Paris Hilton qui l'a fait. Donc, Kim Kardashian n'a rien inventé, c'est même que c'est elle qui a le plus bénéficié de toutes ces superstars-là. C'est Kim Kardashian qui a le plus bénéficié de cette exposition-là, ou de cette exposure-là. Parce qu'aujourd'hui, Kim Kardashian vaut près de quoi 600 millions environ. Son mari Kanye West vaut 1,4 milliard. Donc, vous voyez. Puis d'autres personnalités de la télé-réalité qui ont été devenues très populaires, justement, Paris Hilton et Nicole Richie. Et Paris Hilton, c'est pas une personne non connue. Paris Hilton vient de la famille Hilton qui possède des hôtels Hilton. Nicole Richie, c'est la fille adoptive du chanteur, crooner, soul des années 80, Lionel Richie. Puis Kim Kardashian, pour ceux qui ne savent pas, son père c'est Robert Kardashian. Il est mort, il est décédé. Puis qui était Robert Kardashian? L'un des meilleurs amis de l'ancienne vedette déchue de football et vedette des médias, O.J. Simpson, qui est célèbre pour avoir apparemment assassiné sa femme et son amant. Puis quand il aurait commis les actes, il s'est sauvé de la police. Les CNN, Fox et tous les gros réseaux de nouvelles ont filmé la poursuite en direct. C'est en suivi un procès que O.J. Simpson a remporté. Mais il y a eu un procès civil par après, dans lequel il a été déclaré coupable, puis il a dû payer comment dire, des frais, une réparation monétaire à la famille de sa femme. Puis plus tard, on a appris que finalement, l'homme qui a été assassiné, qu'on croyait qu'il était l'amant d'O.J. Simpson, mais c'était un homosexuel finalement. C'était l'ami gay de la femme d'O.J. Simpson. Donc, c'est un peu... c'est pas drôle, mais c'est un peu ridicule. Puis qui était... O.J. Simpson avait une équipe d'avocats qui le défendait. Qui était cette équipe d'avocats-là? Eh bien, elle était dirigée par Robert Kardashian. Puis ça a été le premier... C'était le procès qui a permis à Robert Kardashian de se mettre sur la carte, ou la map, et ça lui a permis de devenir un avocat très réputé. Puis aussi, pourquoi lui et O.J. Simpson avaient une relation si particulière? Mais c'était des amis. C'était des amis. Puis je crois que Robert Kardashian était déjà l'avocat d'O.J. Simpson avant ça. Puis d'ailleurs, c'était pour vous montrer à quel point c'est des amis. O.J. Simpson, c'est le parrain de Kim Kardashian. Donc, vous voyez à quel point. Puis il y a même eu des rumeurs à certaines époques que
O.J. Simpson serait le père d'une des sœurs de Kim Kardashian. Sa sœur Chloé. Donc, c'est ça. Fait que la télé-réalité, l'invention d'Internet, l'invention de Facebook, l'invention des sites de rencontres a complètement changé notre approche par rapport à comment on aborde les autres, quand on se comporte avec les autres. Moi, je suis pas quelqu'un de très âgé, j'ai 35 ans. Pour certains, ça peut être vieux, pour d'autres, ça peut être jeune, ça dépend. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que ça a eu de particulier, c'est que moi, quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant, tu pouvais aller parler à ton voisin. Les voisins se connaissaient. Moi, je me rappelle quand on était arrivé au Québec, quand j'habitais avec mes parents, on connaissait nos voisins d'en bas, de notre étage et d'en haut. Puis puis les parents se parlaient entre eux. C'était pas nécessairement tous des amis, mais ça se parlait. C'est exemple, ton voisin avait besoin de sucre ou de sel, ou des œufs, ou du lait. Il peut venir te voir, tu empruntais, puis si tu en avais besoin, tu pouvais aller le voir. Il y avait du truck qui se faisait comme ça. Puis quand tu arrivais dans un nouveau quartier, dans un bloc appartement, mais souvent les voisins venaient te voir, puis nous sentir la bienvenue. Quand tu habitais dans un quartier résidentiel avec des maisons, ça se pouvait que tes voisins immédiats à côté de toi venaient te souhaiter la bienvenue. Donc, les gens se connaissaient là, à cette époque-là. C'est pas il y a 60-50 ans, c'est il y a une vingtaine d'années. C'est sûr qu'aujourd'hui, 20 ans, ça peut paraître, une vingtaine d'années, ça peut paraître énorme. C'est vrai que c'est beaucoup, mais en termes de, comment dire, d'évolution, une vingtaine d'années, c'est pas beaucoup. Là. Ce n'est pas beaucoup. Donc, puis au niveau des relations avec les autres, je pouvais marcher dans la rue, puis les gens se disaient bonjour. C'est juste moi, je suis noir. Puis à cette époque-là, je marchais dans la rue, je voyais des mamans ou des papas, je voyais des jeunes de mon âge, gars et filles, on se voyait, puis on se saluait. Puis des fois, on pouvait s'arrêter quelques secondes pour dire ah, bonjour, comment ça va, prendre des nouvelles, comment vous allez, nanana, papa, maman vont bien, même si on se connaissait pas. Puis après, on faisait le chemin. Puis c'était comme ça, c'était la manière d'être des gens, puis c'était comme ça, là. Il y avait une grosse... Tu sais, oui, il y avait c'était pas parfait, il y avait des problèmes dans des quartiers, il y avait des gens qui étaient pas capables de se calculer, des choses comme ça, mais c'était quand même, il y avait, comment dire, il y avait une certaine communion que je trouve qui s'est un peu perdue ici. On retrouve encore ce style de communion-là, mais plus en campagne. En ville, c'était comme ça en ville aussi, mais aujourd'hui, en ville, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, en ville, quand tu habites sauf certains immeubles, comme moi, dans mon immeuble, je connais tous mes voisins, puis je sais que j'ai besoin de quelque chose, je peux leur demander. Si ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent venir me demander. Donc, ça c'est... Mais dans mon immeuble, je suis le plus jeune dans mon immeuble, c'est toutes des personnes entre 50, 60, 70 ans dans mon immeuble, donc ils sont de cette génération-là, donc c'est normal, mais j'ai habité dans des immeubles, comment dire, avec des gens plus dans mes âges à moi, puis les gens s'ignoraient, ou s'ils se parlaient, c'est à cause qu'il y avait des affinités, des choses comme ça, ou ça faisait longtemps qu'ils habitaient ensemble. Mais je suis allé dans des immeubles que les gens ne se connaissent pas, puis ça se croise, puis ça se dit pas bonjour, puis ça n'en a rien à foutre. C'est un autre style de vie, mais moi, comment dire, moi j'ai une grosse dualité. Hein. Je suis quelqu'un de sociable, mais j'aime aussi être dans ma bulle. Puis je suis un peu, comment dire, pas un ermite, mais j'aime être dans mon coin pour faire mes affaires. Mais j'aime. Quand quelqu'un veut venir me parler, je vais lui parler. Puis que ce soit un homme ou une femme, je vais lui parler. Puis il n'y a pas de problème. Puis des fois, si tu as besoin d'une information ou d'un service, ou peu importe, puis tu m'approches, puis on se connaît pas, mais puis tu fais manière polie puis respectueuse, mais je vais venir te parler, puis il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, les gens, je vois qu'ils se regardent beaucoup encore, parce que des gens se regardent, mais fuient les regards, par exemple. Les gens se regardent, mais quand les regards se croisent, là, il y en a un ou une qui va détourner les regards. Puis les gens sont plus habitués de se regarder dans les yeux parce que des fois, tu as des regards qui se croisent, puis c'est pas nécessairement de la joie qui est dans les regards. Des fois il y a, comment dire, une expression qui veut dire pourquoi tu me regardes, regarde ailleurs, et il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont tellement plus habitués de, comment dire, entre inconnus, de se saluer ou de juste se regarder. Je parle pas d'exagérer, puis regarder une personne, puis la dévisager, tout ça, ça je peux comprendre, c'est malaisant, puis c'est irrespectueux. Mais genre, juste jeter un petit regard rapide ou comme ça. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, mais on voit qu'aujourd'hui, les gens sont très peu habitués à ça. Puis, même juste, comment dire, demander un service, t'as beaucoup de gens que des fois je vois qui se promènent dans la rue, et quelqu'un en voiture qui s'arrête pour demander un service, puis la personne qui marche à pied, il répond même pas, puis sont là, je la connais pas cette personne-là, pourquoi que je lui répondrais, ou tu vas dans les centres commerciaux ou à l'épicerie, les gens ont certaines personnes n'ont pas de courtoisie. C'est quand il vient le temps de céder le chemin ou de juste se déplacer un peu pour ne pas rentrer en collision avec la personne. Les gens comment dire les gens n'ont pas de courtoisie. Pas tous, pas tous, pas tous. Il y a des gens qui ont encore de la courtoisie, mais il y en a beaucoup que, étant donné l'époque où on est, qui est une époque vraiment, comment je peux dire, très individualiste, il y a des gens qui n'ont pas de courtoisie, puis ils ressentent pas la nécessité d'en avoir, puis ils trouvent pas ça bizarre de pas en avoir, même que plutôt c'est l'inverse, avoir de la courtoisie, des fois ça peut être mal vu, comme juste si t'es un homme, puis t'as une femme qui marche derrière toi, ou devant toi, puis tu lui ouvres la porte ou tu lui tiens la porte, et ça peut être très mal vu par certaines. Certaines vont se faire en sourire, vont dire merci. T'en as d'autres que ça va être très mal vu, puis pourquoi tu me tiens la porte? Je suis capable de me donner la porte moi-même, c'est quoi? Ou tu me tiens la porte parce que tu veux m'aborder, tu veux me faire la cour, tu veux me draguer. Donc, puis l'individualisme, justement, comment dire, l'Internet et les réseaux sociaux ont permis beaucoup à l'individualisme de grossir parce que, avec les réseaux sociaux, la télé-réalité qui a permis de faire croire aux gens qu'on pouvait tous devenir des vedettes, puis l'Internet qui permet d'échanger des informations à une vitesse hallucinante. Mais ça fait que, comment dire, les choses vont tellement vite, les choses, comment dire, sont tellement rendues impersonnelles que si t'es quelqu'un qui est, comment dire, qui est individualiste, que pour qui c'est juste ta personne à toi qui compte, exemple, ou que un très gros ego, mais les réseaux sociaux c'est parfait pour toi parce que ça peut te permettre de. Tu sais, avant aussi, c'est juste les photos aussi. Les photos avant, les photos, c'était quoi les photos? On avait des photos, on prenait des photos des appareils photos, on mettait ça dans des albums, on montrait ça juste ça. Les parents montraient des photos de leurs enfants à la famille ou à des amis, ou à leurs enfants quand ils étaient rendus plus vieux. Puis nous, les jeunes, on montrait nos photos à nos amis. Et aujourd'hui, tu peux tout mettre sur Facebook. Tes photos d'enfance, quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, tes photos de couple, photos de mariage, photos d'accouchement, photos de
de quand les gens, comment dire, s'amusent. Tu peux faire même des petites vidéos, des fois insignifiantes, qui n'ont aucun but, mais juste pour, comment dire, regardez, je m'amuse, puis je vous montre la vidéo pour que vous puissiez liker ma vidéo, et pour que vous puissiez, comment dire, m'admirer. Et ça c'est bien parce que, d'un côté, ça peut être bien parce que tu as certaines personnes qui sont très timides, qui sauvent sur le monde grâce à ça, dans le fond. Mais t'en as d'autres, malheureusement, qui ne sont pas nécessairement timides, mais qui sont peut-être un peu snobs. Puis, ces choses-là, les réseaux sociaux, permettent ces gens-là, comment dire, d'augmenter leur snobisme. Parce que, tu sais, quand tu as un ego très élevé, mais avoir plein de likes, avoir plein de gens qui te regardent, avoir plein de gens qui t'admirent, c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen de garder la tête en place, puis d'avoir la tête qui ne dépasse pas de chaque côté de la porte. Puis au point de vue, comment dire, au point de vue amitié, ben, on vit tellement dans une société où c'est que tout va vite, qu'il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut s'occuper de sa famille, des enfants, tout ça. T'as beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent plus le temps de se voir parce qu'ils se disent ah, pas besoin de se voir, on a Facebook. On va faire un FaceTime, un Zoom, on va pouvoir se parler par Zoom, ou on peut se parler par texto. Puis les gens se parlent plus par texto. On dirait que certaines personnes se parlent plus par texto qu'en personne. Puis même des fois, quand les gens passent du temps en personne, moi j'ai travaillé dans la restauration longtemps, puis je vois souvent beaucoup de gens, je passe devant un restaurant, quand je travaillais en restauration, je voyais des clients, un couple, puis ils sont chacun sur leur cellulaire. Dès qu'ils arrivent, à la table, la première chose qu'ils font, c'est ouvrir leur cellulaire. Donc, vous voyez, c'est moi-même, je l'ai déjà fait, puis je me suis fait dire pendant une ancienne conjointe que, s'il vous plaît, laisse ton cellulaire. Mais je fais toujours attention de ne pas faire ça quand je suis en couple ou quand je suis en fréquentation, puis on va dans un lieu public. Par exemple, j'essaie de ne pas trop être sur mon cellulaire parce que je pense que c'est un manque de respect. Parce que quand tu es sur ton cellulaire, c'est comme si tu montrais que la personne qui est en face de toi, dans le fond, ne t'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire très attention à ça. Mais tu as des gens que tu vas dans les clubs, ils sont sur leur cellulaire, ils sont au restaurant, ils sont dans leur cellulaire, ils sont au parc, sont sur leur cellulaire, ils sont à l'école, ils sont sur leur cellulaire, ils sont au travail, ils sont sur leur cellulaire, ils vont faire leur commission, l'épicerie, ils sont sur leur cellulaire. Donc, tu sais, les gens sont rendus très accros euh, à la technologie et aux réseaux sociaux. Puis certaines personnes, comment dire, pourraient oublier ou, comment dire, ont tendance à donner de moins en moins d'importance aux relations humaines. Puis un point justement très important que les réseaux sociaux et l'Internet a influencé, c'est les relations hommes-femmes. Je me rappelle, moi, quand j'étais adolescent, si tu étais un garçon ou une fille, puis tu voulais rencontrer, mais c'était facile. Pas facile, mais c'était simple. C'est pas facile, c'était simple. Parce que c'était pas facile, c'était simple. Tu pouvais te promener dans la rue, dans un endroit public. Tu étais un garçon, tu trouvais une fille de ton goût. Tu pouvais aller la voir, tu lui parlais. Pas lui-même, évidemment. Puis souvent, la dame te donnait son numéro de téléphone, te donnait son nom, son numéro de téléphone. Des fois, la dame avait pas. Avant que le cellulaire soit inventé, mais la dame, par exemple, elle habitait chez ses parents. Elle avait son numéro chez ses parents, t'appelais, des fois c'est ses parents qui répondaient, ils te la prêtaient, vous parliez, puis on se disait, bon, est-ce qu'on fait quelque chose, telle journée, blabla, telle heure, puis elle disait oui ou non, puis les choses se passaient. Puis quand les cellulaires ont été inventés, ben, c'était la même chose, dame te donnait son numéro de cellulaire, puis vous vous appeliez, puis
faisiez ce que vous aviez à faire. Puis, il n'y avait pas, comment dire, oui, la technologie était dans nos vies, puis oui, la technologie était là pour, quand venait le temps de, comment dire, de créer des liens, mais ça, comment dire, c'était pas un obstacle à créer des liens. Vous comprenez? Puis aussi, au niveau de la drague, c'était, comment dire, c'était pas quelque chose de mal vu. Puis je me rattrape un peu. La drague, c'est, comment dire, c'est pas tout le monde qui trouve ça mal vu, mais t'as beaucoup d'hommes qui sont gênés de draguer aujourd'hui. T'as beaucoup de femmes qui sont gênées ou mal à l'aise de se faire draguer. Alors qu'à une certaine époque, pas si loin que ça, c'était normal de draguer. Autant une femme qui drague un homme ou un homme qui drague une femme. Puis je sais, t'as certaines personnes qui ont abusé, des hommes et des femmes qui ont abusé de, comment dire, de certaines choses. Ils ont imposé certains comportements. Puis ça a fait que certaines personnes, comment dire, on en a eu marre, se sont tannés. Puis des choses naturelles comme draguer, c'est devenu mal vu pour certaines personnes. Mais tu sais, à la base, je pense que si tu veux créer une relation. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup des gens dire, ouais, mais aujourd'hui, ouais, mais si tu veux créer une relation, commence par être ami avec la personne. Puis après ça, vous développerez quelque chose de plus intime. C'est parce que l'amitié puis la séduction, c'est pas la même chose. Oui, quand tu es en couple, l'autre personne doit être ton ami, ta soeur ou ton frère. Puis vous êtes plein de choses à la fois. Vous êtes des amants, vous êtes des amis, vous êtes des confidents, vous êtes des frères et sœurs. Un peu. Je parle au point de vue relation, je parle pas familial, là, je parle pas consanguinité, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais, moi, personnellement, je crois pas qu'une relation sentimentale doit commencer sur l'amitié. Et moi, personnellement, une femme que je vois comme une amie ou que je vais vouloir plus friend zone, qu'on dit, excusez-moi l'anglicisme, d'habitude, si une femme, je la mets dans la zone amitié, c'est assez rare que je vais avoir une attirance pour cette femme-là. Parce qu'une femme pour qui j'ai de l'attirance physique puis sexuelle, je- ma première idée, ce serait pas de me dire ah, ça serait bien qu'on aille jouer aux cartes ou que on se con- comment dire, on fasse des soupers pyjama ensemble. Comprenez, comprenez ce que je veux dire? La première idée que je vais dire, normalement, quand je vois une femme qui m'intéresse, ma première idée qui me vient à l'esprit, c'est cette femme-là, je me verrais bien avec elle. Peut-être pas vivre ma vie au complet, parce que ça on sait jamais. Mais je me verrais bien avoir cette femme-là dans ma vie comme conjointe de vie. Ce qui est très normal. Je pense pas que ce soit anormal de dire des choses comme ça. Si c'est anormal, vous pouvez me le dire. Mais aujourd'hui, avec, comment dire, avec l'individualisme de l'être humain, puis toute la technologie qui contrôle un peu nos vies, puis l'abondance d'informations qu'on a qu'on se fait mettre au visage, puis tout ça. Puis, mais la drague s'est rendue un peu mal vue. C'est sûr, il y a eu le mouvement MeToo qui n'a pas aidé, que ça a mis au jour des comportements déplacés, le mouvement Speak Out aussi. Ça, c'est deux mouvements qui étaient nécessaires. Puis j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc vous irez voir. Ça, je le comprends. Mais, ce serait important de ne pas oublier que toute relation commence par une attirance physique, puis ça prend un premier pas. Ça aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, dans un épisode aussi. Ça prend un premier pas pour pouvoir commencer une relation. Puis, comment dire, si on, on n'est plus capable de se draguer,
t'as beaucoup de gens qui risquent de rester célibataires très longtemps, là. Puis t'as beaucoup de... Puis je trouve aussi, comment dire, que... Il y a beaucoup de gens aussi qui idéalisent un peu trop aussi la vie de couple. Puis t'as les films... On peut dire que les films d'Hollywood aussi ont leur mot à dire là-dedans. C'est ce que les réseaux sociaux et les sites de rencontres ont un dos large. Mais les films d'Hollywood aussi ont leur mot à dire là-dedans parce que les films d'Hollywood et de Walt Disney, entre autres, ont tellement embelli c'est quoi une vie de couple avec le prince charmant qui vient sauver la princesse, la méchante sorcière ou du méchant sorcier ou du roi qui l'a kidnappé puis l'a marié de force. Donc, puis qu'un homme, ça va être un prince charmant, puis une femme, c'est une princesse. T'sais, Hollywood puis Walt Disney ont tellement sugarcoat, si vous pouvez me permettre, ou tellement embelli c'est quoi une relation sentimentale que beaucoup de gens, je pourrais dire certaines femmes, je pourrais dire, ont une idée vraiment peut-être pas fausse, mais peut-être exagérée de ce qu'est la vie de couple. Puis dès que, selon elle, le partenaire qu'elle rencontre n'est pas comme ça, ou sont dans une relation que c'est pas comme ça, mais inconsciemment, certaines femmes semblent vont comme avoir un dédain ou vont avoir une déception. Alors que, tu sais, dans la vie, tu sais, la vie n'est pas parfaite. Puis nous ne sommes pas parfaits. Puis ce qu'on voit dans les films de Hollywood et les films de Walt Disney, mais c'est pas la réalité. Tu sais, dans les films de Walt Disney, dans les films d'Hollywood, les gens, ils sentent pas mauvais, les gens sont pas laids, les gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont pas de mauvaise haleine, les gens, quand ils font l'amour, ils sont pas en sueur, puis il n'y a pas des odeurs qui se dégagent, puis les gens, tu vois souvent dans les films, se chicanent, mais ça serait toujours bien, ou soit ils se chicanent jamais, même que j'entends des couples, moi, des couples vraiment, vrais couples qui me disent que nous, on s'est jamais chicané. Ça, c'est rare, parce que si tu te chicanes pas, c'est à cause que si tu te chicanes jamais, c'est un problème. Si tu te chicanes tout le temps, toujours, c'est un problème aussi. Mais si tu te chicanes jamais, c'est peut-être parce que il y a un des deux qui impose sa vision à l'autre, puis il y a l'autre qui l'accepte, qui est vraiment passif, qui l'accepte. Ou les deux évitent tout simplement de régler leurs conflits quand ils en ont, puis qui font tout pour pas les aborder, puis les mettre en dessous du tapis. Il y a des couples qui vont réussir à durer longtemps, très longtemps comme ça, peut-être 10, 15, 20 ans, puis une fois, il va y avoir un seul problème, ça va être la fin du couple, parce que le couple va avoir toute leur vie éviter les problèmes, parce ils trouvent tellement leur couple parfait, tout ça, et qu'ils vont éviter les problèmes, ils vont toujours repousser les problèmes, puis ils vont les ignorer, puis ils vont faire tout en sorte pour pas que ça apparaisse. Puis quand le problème vraiment on est va être trop fort, il va sortir, le couple va éclater. Parce qu'il y a certains couples qui ont des conflits des fois, mais qui ont une bonne volonté, puis qui vont toujours travailler pour régler leurs conflits, puis pour ressortir quelque chose de positif. Donc, c'est ça. Puis, comment dire, puis je le vois beaucoup en allant sur ces sites de rencontres que certaines personnes s'attendent à vivre des choses un peu irréelles. Puis une autre chose aussi avec les sites de rencontres, ça le objectif. Comment je peux dire le mot? Je vais inventer un mot qui n'existe pas. Parce que je sais que c'est pas un mot qui existe. Mais ça l'a objectifié, bien, euh, comment dire, institutionnaliser les relations. Parce que sur le site de rencontre, quand c'est fait, tu mets une description. Dans la description, tu peux dire n'importe quoi. C'est ta grandeur, ton poids, ton âge, la couleur de tes yeux, tes passions, tout ça. Puis, à partir de là,
t'as des profils, selon ton orientation sexuelle, si t'es un homme, si t'es hétéro, tu vas pouvoir aller voir on va te présenter des profils de femmes. Si t'es une femme, t'es hétérosexuel, on va te présenter des profils d'hommes. Puis qu'est-ce qui se passe? Si le profil t'intéresse, tu tournes à gauche. Si le profil ne t'intéresse pas, tu tournes à gauche. Si t'intéresse, tu envoies à droite. Ou un X, si t'intéresse pas. Un crochet, si t'intéresse. Puis ça, comment dire, je trouve que ça fait un peu comme... Ça fait un peu restauration de chaîne rapide, comme quand tu vas chez McDonald's, puis tu as un menu avec plein d'items, puis le menu t'est décrit, mais tu sais pas c'est quoi, parce que quand tu vas chez McDonald's, ça sent rien. Il n'y a aucune odeur que tu sens, à part l'odeur de friture. Donc, tu peux pas savoir si telle chose est bonne ou pas. Puis, tu peux pas goûter non plus, avoir un petit apéritif pour goûter, pour voir qu'est-ce que tu veux manger, goûte. Donc, fait que tu choisis ton menu, tu vas dans ton menu, tu choisis le thème qui t'intéresse, tu cliques dessus, tu commandes, puis tu consommes. Si t'aimes ça, tu vas en consommer plus. Si t'aimes pas ça, tu vas en consommer moins. Si t'aimes le restaurant où t'es allé, mais tu vas y venir plus souvent. Si t'aimes pas ça, tu vas venir moins souvent. Mais avec les réseaux avec les sites de rencontres, c'est rendu. Je trouve que c'est ça que ça a amené. L'être humain est rendu un objet. L'être humain est rendu un objet de consommation. Puis il y a énormément d'abondance. Donc les gens n'ont rien à foutre de, comment dire, d'appuyer sur un X quand ils voient un profil. Parce qu'ils se disent, ah, ça c'est un profil sur 100 profils que je peux voir en l'intérieur de 1 heure. Donc, si celle-là ne m'intéresse pas ou que je ne l'intéresse pas, il y en a une qui va m'intéresser. Donc, mais tu ne sais pas si la personne que tu as mis un X, peut-être que c'est une bonne personne, puis peut-être que ça aurait pu cliquer entre vous deux. Mais étant donné que t'es dans. C'est comme rendu comme un objet, comme quand tu vas commander chez McDonald's. Mais ça, tu y penses pas. Puis, les gens aussi tentent de trop. Comme quand tu peux aller dans un restaurant où tu peux personnaliser ta commande comme tu veux, mais les gens recherchent le profil idéal, le profil parfait pour eux. Alors que selon moi, ça n'existe pas la perfection, puis le profil idéal n'existe pas. Oui, ça prend quelqu'un à qui tu as des affinités, comme moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne, puis qui mange bien, puis qui a une bonne hygiène de vie. Donc c'est sûr que je vais être attiré, si je vais être en couple, je vais être attiré par une femme qui a un style de vie qui ressemble à moi. Pas nécessairement une femme qui s'entraîne autant que moi, puis qui mange aussi bien que moi, puis toutes ces choses-là, mais je vais minimum être attiré par une femme qui fait un peu d'activité, qui mange bien à l'occasion, puis qui est pas trop une femme qui est toujours dans les bars, toujours en train de consommer de l'alcool ou de la drogue. Parce que c'est sûr que on va pas s'entendre, il va y avoir un clash. Oui, ça prend de l'équilibre entre deux personnes, ça c'est sûr. Vous pouvez pas être trop pareil, sinon il peut y avoir un clash aussi. Ça prend un peu de différence pour équilibrer la relation. Mais si vous êtes trop différent, si vous êtes trop pareil, mais trop c'est comme pas assez. Ça prend un équilibre. Mais ça, ces choses-là, tu le sais en rencontrant la personne. En étant devant un écran de cellulaire de l'ordinateur, puis en regardant, lisant un profil, tu ne le sais pas, parce que la personne, tu n'y as pas parlé. Puis même juste parler, exemple, sur les réseaux sociaux, on se parle par texto. Parce que maintenant, les gens ont extrêmement peur de donner leur numéro de téléphone. Puis je comprends les femmes qui ne donnent pas le numéro de téléphone, parce que je sais qu'à certaines époques, les hommes pouvaient être très harcelants. T'as des hommes des fois qui vont avoir un numéro de téléphone d'une femme, puis ils vont l'appeler à tous les jours. Ou t'as des femmes qui ont le numéro de téléphone d'un homme, qui vont l'appeler à tous les jours, des fois 2-3 fois par jour. Donc l'un et l'autre, ça peut être très emmerdant pour une personne. Puis quand t'as pas envie de te faire appeler à tous les jours, si t'es pas en couple, puis t'as pas envie de parler 2-3 fois par jour, 1 heure à chaque coup, ça aussi, ça peut être problématique. Donc, je peux comprendre que certaines personnes, comment dire, sont un peu réticentes à donner leur numéro de téléphone. Mais encore là, parler sur texto par écrit, comment dire,
t'es pas sûr de ce qui se passe, puis t'as pas l'émotion dans la voix, tu l'entends pas, puis même par téléphone, tu vois pas l'expression de la personne. La personne, par écrit ou par téléphone, peut te compter de la bullshit, ou dire n'importe quoi, puis tu le sauras pas parce que tu ne vois pas la personne. Tandis que quand tu rencontres la personne en personne, tu sais, c'est comme moi, exemple, si je me promène dans la rue, puis je rencontre une dame, je la trouve de mon goût, et juste par son nom verbal, je suis capable de savoir si elle est intéressée ou si elle n'est pas intéressée. Vous comprenez? Puis même si elle me dit oui, je suis intéressé, puis elle me fait un beau sourire, puis blablabla, bla. Et le non-verbal, l'expression faciale, peut me permettre de voir si ce qu'elle me dit c'est sincère, ou si elle dit juste ça pour me faire plaisir, puis ensuite trouver une issue pour pouvoir s'en aller. Tandis qu'au téléphone, tu, tu peux parler au téléphone pendant une heure avec une personne, à tous les jours, puis tu ne sauras jamais si la personne est sincère ou pas. À moins que la personne soit vraiment une mauvaise actrice ou un mauvais acteur. Là, tu peux t'en rendre compte, mais sinon, ça ne paraît pas nécessairement. Puis c'est ça, c'est un problème que je trouve avec les réseaux sociaux, puis les sites de rencontres, c'est que ça enlève le côté humain de l'expérience. Puis ça fait que maintenant, tous les gens sont très actifs sur Facebook, sur Instagram. Ça montre des photos d'eux, en bikini, en chest. Ça montre des photos de leurs enfants. Puis ça se plaint que Big Brother ou les compagnies de marketing sont dans nos vies, mais vous donnez volontairement tous les détails de votre vie. Puis vous allez me dire, ouais, mais j'ai un compte privé. Ouais, mais ton compte, il est privé pour les autres. Il n'est pas privé pour Facebook ou Instagram. Parce que c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont créé le site. Ils ont accès à tout. Parce qu'ils doivent surveiller ce que les gens y font. Parce que s'il y a des gens qui font des trucs qui sont pas corrects, ils doivent le savoir. Peut-être montrer des images de eux nus ou poster des images de gens sans leurs autorisations. Donc, même si ton compte est privé, il est privé juste pour les inconnus. Il n'est pas privé pour l'entreprise qui a fabriqué le site sur lequel tu es. Puis, quand je présente ça, c'est drôle d'entendre des gens se plaindre on n'a plus de vie privée, mais votre vie privée, vous l'étalez aux yeux de la planète entière. Et je vois des gens qui ont moins de gêne à étaler leur vie sur les réseaux sociaux. Mais quand vient le temps d'interagir humainement avec des vrais humains, t'en as beaucoup qui, sont pas snobs ou bien, pas sont snobs, mais t'en as beaucoup de gens qui sont comme réticents à créer des relations. Ça m'a toujours étonné. Je comprends pas que des gens peuvent autant vouloir montrer leur vie à tout le monde, à des inconnus, mais quand vient le temps de parler à des inconnus, non, ils veulent pas leur parler. Puis je parle pas juste des. Je parle pas de femmes ou d'hommes, là. Je parle hommes et femmes. T'as des gars qui sont très sociables sur les réseaux sociaux, puis sauf que dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas du tout ce comportement-là. T'as des femmes qui sont très expressives, qui sont très ouvertes dans tous les sens du mot sur les réseaux sociaux. Mais quand vient le temps que les gens veulent rentrer en contact avec elles, dans la vraie vie, c'est très différent. Donc, puis je trouve que les gens sont de plus en plus méfiants. Les gens, ça c'est très paradoxal. Les gens sont de plus en plus méfiants en personne, mais sont de plus en plus exhibitionnistes de leur vie privée sur les réseaux sociaux. C'est paradoxal, là. C'est très paradoxal quand on y pense. Là.
Donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à comment je trouve que les réseaux sociaux, Internet, modifient nos relations les uns avec les autres. Puis, comment je pourrais dire ça? Je pense que ça serait intéressant de revoir un peu d'un naturel parmi les relations entre les gens. Serait, serait bien qu'on puisse réapprendre à se parler en personne les uns les autres, qu'on ne soit pas toujours sur nos cellulaires. Que, comme juste à l'école, souvent à l'école, quand je vais à l'école puis je vois dans les couloirs, les gens sont sur leur cellulaire. Ça marche dans les couloirs comme des zombies, ça se regarde pas, ça se rentre les uns dans les autres, ils sont sur leur cellulaire. Ou dans les lieux publics, ils sont sur leur cellulaire. Donc, je pense que on s'en va de plus en plus vers un monde où les gens vont se parler de moins en moins, puis ils vont être de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les gens vont avoir de plus en plus de frustration. Parce que présentement aussi, t'as des manifestations sur les gens qui sont anti-masques. Puis t'as beaucoup de gens qui, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que ben là, on peut plus se parler, on peut plus se toucher. Là, les gens, ils vont dans des manifestations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des câlins. Ils se font des câlins. Fait que juste ça, je suis pas du tout, je suis pas un pro-masque ni un anti-masque, puis je vais pas dans ces manifestations-là. Mais juste ça en veut dire beaucoup, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ces manifestations-là juste pour pouvoir voir des gens, pour pouvoir échanger avec les gens. Quelque chose qui se fait de moins en moins naturellement parce que les gens sont trop méfiants, les gens sont trop individualistes, les gens sont trop chacun dans leur bulle. Donc, même moi, je suis quelqu'un qui est énormément dans ma bulle, puis à part mes activités comme aller au travail, ou aller au gym, ou à l'école, ou aller voir membres de ma famille, je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez moi. Mais quand je sors, par exemple, je suis très ouvert à parler aux gens, inconnus ou pas connus. J'aborde les gens, ça me dérange pas. Là. Me faire aborder, ça me dérange pas non plus. J'ai aucune gêne avec ça, puis j'ai aucun problème avec ça. C'est fait dans le respect. Mais même des fois, des gens qui le font de manière peut-être bizarre, mais des fois, ça ne sont pas irrespectueux. C'est juste que des fois, ils n'ont pas le tact pour approcher les gens. Mais ça, tu le vois, puis ça me dérange pas. Là. Donc, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, réapprendre à se parler, je pense que ce serait quelque chose de très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de couples aussi qui se brisent à cause du manque de communication. Et quand une fois on entend des couples qui se sont laissés par un texto, c'est quand même bizarre, hein? Et moi, je suis coupable parce que j'ai déjà mis fin à une relation par texto. Puis je me suis senti très mal d'avoir fait ça. Puis j'ai revu la fille en personne, qu'on peut se parler puis régler nos problèmes parce que ça se fait pas. Quand je l'ai fait, c'est à cause que j'étais vraiment un écœurantisme. J'avais un écœurantisme aigu. Mais quand je réalise, quand je réanalyse la situation, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Mais tu sais, il y a beaucoup de couples qui font ça, qui se laissent par texto. C'est des couples, c'est même pas des couples qui vivent à longue distance, mais ils font leur communication par texto. Donc, on est rendu loin, là. T'as des gens au niveau de la drague. Tu demandes le numéro de téléphone, puis ça te donne pas son numéro de téléphone, parce que puis ça te dit oh non, tu peux me texter sur Messenger. OK. Ou si la personne te donne son numéro de téléphone, je veux pas que tu m'appelles, j'aime pas parler au téléphone, tu me texteras. Waouh! C'est parce que comment veux-tu
savoir ce que la personne pense vraiment, puis comment que la personne est si vous parlez pas. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop à ne pas trop laisser les réseaux sociaux avoir un trop gros impact sur nos vies. Puis, oui, c'est bien les réseaux sociaux parce que ça permet à des familles qui sont éloignées de se parler et de communiquer. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est simple aussi de se rencontrer et de se parler face à face aussi. Hein. Au niveau de la drague, c'est pas grave d'être gêné. Là. C'est pas grave d'avoir des malaises des fois. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Nous ne sommes pas parfaits. Si on essaie d'éviter tout contact parce qu'on veut rechercher la perfection, même si on sait que ça n'existe pas, on va se perdre en tant que société, on va se perdre en tant qu'être humain. Puis, tu sais, je vois des gens qui sont célibataires depuis des années. Je vois des gens qui n'ont pas eu de relation depuis des années. Puis c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils veulent tellement avoir la chose parfaite qu'ils vont s'engager dans rien tant qu'ils n'auront pas accès à la perfection selon eux. Puis ça, tu peux risquer d'attendre très longtemps. Donc, c'était ça pour mon épisode d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas fini d'en parler, par exemple, de ça. Donc, je vais probablement faire d'autres épisodes sur ça. Donc, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas d'écrire un commentaire. Et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est si vous me regardez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et si vous m'écoutez sur une plateforme de streaming, n'oubliez pas de me suivre. N'oubliez pas de me donner une note et de partager également. Puis, j'ai donné l'adresse de mes réseaux sociaux dans la message vidéo, dans la vidéo. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir dans la description, vous allez voir l'adresse de mes réseaux sociaux. Donc, si vous voulez venir me parler en privé, vous pouvez venir me parler en privé, puis me questionner, puis je vais discuter avec vous, puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à tout. Donc, passez une bonne journée. Puis, cogitez sur la question, puis venez discuter. Donc, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. C'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.